cause de mon travail, je suis amenée à beaucoup voyager, à faire la pendulaire, ce qu'on appelle ici, c'est-à-dire faire les trajets entre plusieurs villes. Et j'ai payé, bon, moi j'avais un rabais, donc j'ai pas payé autant, mais normalement c'est 3 860 francs par année. Cet épisode est sponsorisé par Zaptax. Et là, tu te demandes peut-être, mais Kelly, c'est quoi Zaptax ? Zaptax, c'est l'application à avoir sur ton téléphone si tu es, comme moi, expat en dehors de l'Union Européenne, et je vais t'expliquer pourquoi. J'ai récemment récupéré une 50aine d'euros en téléchargeant dans l'application les factures de mes achats que j'avais fait en France, mais pour info, ça fonctionne aussi pour l'Espagne et la Belgique. En faisant ça, j'ai pu donc détaxer mes produits et récupérer facilement mon argent en quelques clics. Je te conseille vraiment d'aller voir toutes les infos sur leur site www.zaptax.com et je te retrouve tout de suite pour ton épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur Fille Expat, le premier podcast francophone qui donne la parole aux femmes expatriées aux quatre coins du monde. Je suis Kelly Barichello et à travers chaque épisode, je te partage la conversation que j'ai eue avec une femme inspirante qui a osé sauter le pas de l'expatriation. On va te faire découvrir une nouvelle destination, un mardi sur deux, en échangeant en toute transparence sur le ressenti de chacune avant le départ, mais aussi une fois sur place. On va également tenter de comprendre les différents challenges que chaque pays peut avoir et te donner des réponses aux questions que tu te poses peut-être si toi aussi tu souhaites t'expatrier. Chaque discussion se veut authentique et on l'espère, va rassurer les familles qui, eux, sont restées dans leur pays d'origine. Surtout que dans cette saison 5, croyez-moi, c'est dans des pays vraiment atypiques que j'ai décidé de t'emmener. Si vous souhaitez rejoindre les coulisses de Fille Expat, je vous invite à vous abonner au compte Instagram. Le lien se trouve directement dans la description de chaque épisode. Allez, embarquement immédiat, très bonne écoute! Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Fille Expat. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une invitée qui a vécu, si je ne dis pas de bêtises, dans 6 pays différents. Elle me corrigera peut-être. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à se raconter et j'ai hâte que vous découvrez son témoignage. Donc je vais lui laisser la parole. Si tu peux te présenter en commençant par ton prénom, ton âge et la ville où tu nous parles aujourd'hui. Bonjour tout le monde, du coup moi c'est Angie ou Angélica. En fait j'ai tellement de prénoms que vous pouvez m'appeler comme vous voulez, mais je préfère qu'on m'appelle Angie. Donc j'ai 27 ans et j'habite actuellement à Lausanne en Suisse. La Suisse, c'est un pays, figure-toi que ça fait depuis environ 1 an que j'essaye d'avoir une invitée qui se trouve en Suisse. Donc merci, j'ai eu beaucoup de noms. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation pour passer chez Fille Expat. Et avant qu'on en revienne sur ton parcours de serial expat, j'aimerais te faire une petite série de questions vraies ou faux qui concernent la Suisse. Du coup, est-ce que tu es prête ? Allez, je suis prête. Top. Alors, du haut de tes 27 ans, sais-tu que l'espérance de vie en Suisse est si élevée que le pays se classe comme numéro 1 au monde ? Ok, ça je savais pas. Bah, écoute, c'est faux, mais. C'est faux, ok. Non, c'est faux, mais ils sont numéro 2 après le Japon, donc c'est quand même pas négligeable, parce qu'ils ont une espérance de vie de 83 ans pour les hommes et de 85 ans pour les femmes. Bravo à elles. Et une chose que j'ai lue également, c'est que c'est un des pays, on va dire d'Europe, au niveau position, qui a le plus de personnes qui ont plus de 100 ans. Ok. Donc voilà, apparemment, peut-être leur façon de vivre, la fraîche air, je sais pas. Mais du coup, leur système de santé, je ne sais pas, mais voilà. Ok, ouais, ça m'étonnerait pas. En même temps, vu le prix des assurances maladie ici, les gens, ils ont intérêt à faire attention à leur santé. Ok, bah écoute, on en reparlera. Deuxième question. Tous les points d'entrée, tels que les ponts et les tunnels, pour entrer en Suisse, du coup, sont prêts à exploser à n'importe quel moment. Oui, ça c'est vrai. Ouais, donc ça j'ai trouvé cette info absolument folle. Mais du coup, comme il y a eu plusieurs menaces de guerre mondiale, pour se protéger, ils ont mis des bombes en fait dans les tunnels, etc., qui sont prêts à exploser pour empêcher n'importe qui de pouvoir rentrer dans le pays. Et aussi, mais ça tu dois le savoir, j'en suis sûre, c'est qu'en cas d'attaque nucléaire, ils ont suffisamment de bunkers pour toute la population suisse. Oui, clairement. Et d'ailleurs, fun fact, si jamais il y a des invités qui sont chez toi et qu'il y a à ce moment-là donc une alerte qui arrive, ton invité, il a pas de place dans le bunker, donc c'est seulement toi. Ah bon. Donc si tu m'invites à manger, je viendrai pas, quoi. Ouais, non, c'est une conversation qu'on a eue avec mes collègues du coup parce que après l'annonce de la guerre en Ukraine, on s'est quand même renseigné, on sait jamais, aussi par curiosité. Et effectivement, on a appris que les invités n'étaient pas conviés dans le bunker. Wow. Qu'il n'y aurait donc pas de place pour eux. Et je crois que je sais même plus si les chiens et chats ont de la place. Hein.
Je crois que oui, mais il faut quand même que tu l'annonces, quoi. Oh, les pauvres animaux. C'est ça. Eh ben, super intéressant. Et troisième et dernière question. Il y a des palmiers en Suisse et d'autres plantes tropicales. Oui, vrai. Ouais, donc ça m'a un peu surprise comme information. Moi, je vois la Suisse avec des montagnes et de la neige, mais à cause des microclimats, apparemment, vous avez des palmiers. Ouais, c'est vraiment super d'ailleurs. Ah, trop bien, bah, tu m'étonnes. Eh ben écoute, super, c'était ma petite question de série vrai ou faux. Donc maintenant, on va parler de toi, je vais te laisser la parole. Donc, est-ce que tu peux nous revenir longtemps en arrière? Parce que je pense que depuis que tu es née, il y a des choses à raconter. Et puis nous dire un peu, nous retracer ton parcours au fil des années. Alors, vraiment, je pense que je suis pas vraiment une vraie expat. Je me considère vraiment comme une citoyenne du monde plutôt. Donc pour faire ça court, ma mère est allemande, mon père est laotien. J'ai grandi au Laos jusqu'à l'âge de mes 11 ans. Puis après, j'ai un peu voyagé en Asie du Sud-Est. Donc j'ai vécu 3 ans en Thaïlande, 4 ans aux Philippines avant de rentrer en Allemagne. Donc je dis rentrer parce que c'est le pays dont j'ai la nationalité. Donc j'ai fait 1 an de lycée français là-bas. Donc c'est la raison aussi pour laquelle je parle français. J'ai toujours été à l'école française depuis que je suis toute petite. Donc la crèche, c'était déjà en français aussi. Ensuite, après, j'ai fait mes études en France. J'ai fait une licence franco-allemande. Donc, j'étais à moitié en Allemagne, à moitié en France, à Lyon et à Grenoble. Puis, j'ai fait mon master à Grenoble. Ensuite, c'était en 2018, si je me trompe pas. Ouais, j'ai dû faire un stage de fin d'études à l'étranger parce que j'ai fait des études de traduction spécialisée multilingue. Donc avec la combinaison de langues anglais, allemand, français. Je traduis vers le français. Et donc j'ai choisi en fait de faire mon stage en Suisse, où finalement je suis restée. Trop bien. Alors, juste pour revenir un peu, pour rebondir un peu sur ce que tu nous as dit, tu as dit que ton papa était haïtien, c'est ça? Non, laotien. Laotien. Parce que du coup, je me suis dit pourquoi, si tu as un papa qui est du Laos et une maman qui est allemande, pourquoi t'avoir mis dans une école française? Alors en fait, c'est vraiment juste parce que donc j'ai 2 grandes sœurs qui sont vraiment beaucoup plus âgées que moi. Et à l'époque, il y avait pas. Enfin, ma mère, elle vient de l'ex-RDA. Et en fait, le fait qu'elle soit partie du pays avant la chute du mur, ça a fait en fait qu'elle était sur les listes noires. Donc, on n'avait pas le droit d'être mise à l'école allemande à l'époque. Ensuite, il y a eu la chute du mur. Là, on a eu le droit. Et donc mes sœurs, elles étaient encore assez petites. Donc il y a une de mes sœurs qui est rentrée après cette première journée de crèche à l'école allemande. Elle est rentrée, elle a dit: "Oh maman, aujourd'hui la maîtresse elle m'a pas tapé." Du coup, voilà. Du coup, ma mère était tellement choquée parce que en fait ces filles, elles étaient à l'école laotienne. Et c'était tellement normal pour elles en fait de subir des atrocités de la part des maîtres et des maîtresses qu'elles n'ont jamais rien dit à ma mère. Et en fait, c'est depuis ce moment-là qu'elle s'est dit plus jamais l'école laotienne. Et malheureusement, l'école allemande a dû fermer parce qu'il n'y avait pas assez d'élèves. Donc, il restait plus que l'école internationale américaine, l'école russe et l'école française. Et donc, mes parents se sont renseignés. Ils ont vu qu'à l'école américaine, ils avaient 2 heures de maths, 4 heures de tennis, 3 heures de golf. Et ils se sont dit non. J'adore. L'école russe, de toute façon, c'était pas intéressant. Et l'école française, en fait, à l'étranger, elle est très réputée. Donc, ils se sont dit, voilà, on a les moyens, on va les mettre à l'école française. Mais génial. Puis en plus, ouais, c'est clair que ton français, il est vraiment parfait, quoi. Merci. Et du coup, tes parents, sans indiscrétion, c'était quoi leur métier au Laos? En fait, mon père, il travaille toujours dans une entreprise C'est une entreprise, en fait, qui fabrique des vêtements, des châles, etc. en soie. Parce que traditionnellement, le Laos est très connu pour la soie et les métiers de tisserie. Donc là, il travaille là-dedans. Mais à la base, il a fait des études d'ingénieur civil. Ok. Donc dans la construction de routes. Et vu que le Laos aussi faisait partie d'une sorte de communauté fratrie entre pays communistes, il a fait ses études en Allemagne. Okay. Et ma mère, en fait, elle a fait des études d'agro-ingénieur. Et au Laos, elle travaillait du coup pour des ONG, pour les Nations Unies, etc. Génial. Oui, donc toi, tu as vraiment bercé dans le vivre à l'étranger, etc. Et puis bouger quand même peut-être assez régulièrement. Oui, c'est ça. Est-ce que tu es déjà retournée depuis que tu es revenue en France, tu as fait des études, etc. Est-ce que tu es déjà retournée au Laos? Oui, plusieurs fois, mais vraiment pas très longtemps. Donc, c'était vraiment juste pour les vacances. Mm-hmm. Et j'ai encore toute ma famille qui est là-bas, enfin, la famille de mon côté paternel. Oui, j'entends tellement de bonnes choses. J'ai mis une fois les pieds au Laos, mais tu vois, c'était genre, je visitais la Thaïlande, on pouvait prendre un petit bateau, et puis tu sais, ils nous ont juste emmenés dans le marché, enfin, un truc touristique à 300%. Mais j'ai tellement entendu de bonnes choses que c'est clair et net, un jour, j'irai découvrir ce pays qui a l'air incroyable.
Et donc, du coup, tu as fait des études de traduction. Tu as fait ton stage en Suisse. Comment on trouve un stage en Suisse, justement, depuis la France? Puis pourquoi tu as choisi la Suisse, en fait? Alors en fait, c'est vraiment une drôle d'histoire, on va dire, parce que j'avais pas du tout choisi la Suisse à la base. À la base, j'avais postulé donc pour différents stages. Donc j'avais postulé en Allemagne, j'avais postulé aussi pour un stage aux États-Unis parce que je me suis dit c'est l'occasion de justement de découvrir un autre pays. Je connais pas du tout en fait les États-Unis, je suis jamais allée. Et j'avais même eu un entretien en fait pour ce stage qui était censé être en Floride. Bon finalement j'ai pas été prise et je veux dire heureusement finalement. Et j'avais eu du coup 2 autres entretiens en Suisse et les 2 j'ai été acceptée en fait. Et tous ces stages en fait nous ont été transmis directement via le master parce que c'est un master assez reconnu, réputé dans le monde de la traduction. Donc on nous faisait parvenir en fait des offres de stages intéressantes. Et tu sais, moi venant de la Moselle, on connaît la Suisse comme un pays très très cher. Je me souviens être passée une fois en voiture pour aller en Italie et on s'était arrêté dans un fast-food dont je ne citerai pas le nom parce que j'ai honte, mais bon bref. Et c'était, mais si je dis pas de bêtises, j'ai l'impression que c'était genre 30 € le menu Big Mac quoi. J'étais mais c'est possible que ce soit aussi cher, mais c'était des francs, donc je sais pas la conversion etc. Mais toi, de savoir que tu allais aller en stage dans un pays qui est quand même réputé assez cher, ça te faisait pas un peu flipper? Au début, oui. Mais en fait, j'ai quand même vu le salaire que j'allais avoir, même en tant que stagiaire, qui en fait est beaucoup plus élevé qu'un SMIC français, hein, je vais pas mentir. Du coup, je savais que ça allait être OK financièrement. Est-ce que tu seras à l'aise de nous dire une estimation à peu près de combien est rémunéré un stagiaire en Suisse? Oui, alors ça dépend vraiment de l'entreprise. Il y a des entreprises aussi qui ne payent pas leurs stagiaires. En fait, c'est un peu comme en France à l'époque. Maintenant, je crois qu'ils ont introduit quand même un minimum. Mais moi, j'ai eu assez de chance en fait. J'ai fait mon stage dans une entreprise qui était assez généreuse et je travaillais à l'époque je crois, à 75%. Donc ça correspond, 75, pardon. Je me suis suicidée avec le temps. Et du coup, je gagnais 1500 francs. Donc francs-suisses? Francs-suisses, ouais. Okay. Et du coup, ça correspond à peu près à, je dirais, 1300 €. Ouais, ok. Ah oui, c'est top. Ouais. Ouais, parce que je crois que la France, si je dis pas de bêtises, c'est 300 € pour un stagiaire. Ah ouais, c'est vraiment quand même peu. Ouais, c'est très peu. Mais bon, quand je vois les stagiaires américains que nous, on avait l'été, c'était plus de 2000 $, ils avaient par mois. Donc c'est vrai que comparé aux autres pays, on n'est pas cher payé en France, mais bon bref. Et donc c'était où exactement en Suisse? Alors mon premier stage c'était à Bienne. En fait cette ville a 2 noms, c'est Bienne et Biel. Et en fait c'est la particularité de cette ville, c'est qu'elle est vraiment bilingue, donc franco-allemande. Ok, donc suisse alémanique et puis francophone romande. Ouais, donc parfait pour toi, pour t'intégrer, il n'y a eu aucun souci du fait que tu parlais les 2 langues? Ouais, c'est ça. En fait, vraiment, tu allais au supermarché et il fallait que tu décides à ce moment-là, c'est parler en quelle langue? En allemand ou en français? mais tu sais, c'est un peu ici comme à Montréal, en fait, tu rentres, c'est soit tu parles français, soit tu parles anglais, en fait, tu choisis quelle langue tu as envie de parler. Je trouve ça cool. Oui, c'est à peu près pareil. C'est clair, je trouve ça cool. Mais du coup, donc, tu avais 1300 francs pour se trouver un logement, etc. Ça s'est passé comment? Alors, en fait, je m'étais renseignée avant auprès de mon futur employeur où je faisais mon stage, s'il connaissait des sites où je pouvais regarder, chercher des colocs. Donc, j'ai trouvé une coloc comme ça. On a fait une visite par visioconférence et ça s'est super bien passé. Ça, c'était quand même pré-corona, donc ça existait déjà à l'époque. Et voilà, du coup, j'ai trouvé sur un site comme ça. Et ça coûtait combien à peu près une coloc? Alors, j'avais vraiment une toute petite chambre, mais j'ai eu de la chance parce que c'était pas très cher et c'était vraiment bien placé. J'étais juste à côté du lieu de mon stage et j'ai payé à l'époque, je crois, 480 francs. Ok, ouais, donc un tiers du salaire à peu près. Ouais. Et en fait, c'est ce qu'on recommande en Suisse en général, c'est ne pas dépasser un tiers du salaire pour le logement. Ok, parfait. Ah, c'est une bonne fourchette de prix, ça. En général, moi, je disais tout le temps aussi 33%, donc ouais, ça revient à la même chose. Donc, je dis pas de bêtises. Trop bien. Et du coup, comment ça s'est passé? Parce que bon, je t'ai pas posé la question un peu plus tôt, mais du coup, tu as quand même dû peut-être faire une première adaptation déjà quand tu étais en Asie et venir en France. Donc, comment s'était passé justement cette adaptation du fait que tu avais quand même été en école française? Ça s'était bien passé? Alors, en fait, il y a un moment donné quand même où entre ma scolarité dans une école française à l'étranger, donc à l'époque j'étais en Thaïlande, j'ai dû faire quelques mois en fait dans une école française, dans un collège français à Grenoble. Et c'était assez bizarre parce que le niveau était pas du tout le même, surtout en langue évidemment. Je pense que les Français ne sont pas super connus pour leur compétences linguistiques, mais j'étais vraiment assez étonnée par ça, que c'était à ce point mauvais. Tu peux le dire qu'on était aussi nuls que ça. On le dit nous-mêmes donc.
Mais sinon, ça allait. C'est juste, c'était un peu différent parce qu'il n'y a pas cette ouverture d'esprit qu'il y avait dans les écoles françaises à l'étranger, parce que là-bas, vraiment, tout le monde a l'habitude de voyager, tout le monde a l'habitude de voir différentes cultures, ce genre de choses. Mais je crois que c'est vraiment ça qui m'avait le plus étonnée par rapport à la France, et aussi parce que j'arrivais de l'Allemagne en fait. Donc j'ai quand même fait la fin de ma scolarité française, scolaire, c'est-à-dire le bac, à Berlin, au lycée français de Berlin, et donc, en arrivant en France pour mes études, j'ai trouvé que les gens étaient vraiment très fermés d'esprit et pas du tout curieux. Donc, ils posaient pas de questions par rapport à mon parcours ou quoi que ce soit. Enfin, c'était assez étrange parce que normalement, même si toi, tu viens de loin, tu as quand même l'habitude aussi de t'intéresser à l'autre personne et à demander ouais, comment ça se fait que t'es là, comment ça se fait que, je sais pas, que tu parles français alors que t'es allemande, ce genre de choses. J'arrive pas à expliquer ça, si c'est parce qu'on en parlait dans un autre épisode aussi avec Tiffany qui voyage depuis 1 an, et là elle est rentrée quelques semaines en France, et pareil, on lui a posé quasiment aucune question, et j'arrive pas à comprendre en fait comment on n'arrive pas à s'intéresser au parcours, comme tu viens de le dire. Je n'arrive pas à le comprendre parce que moi je m'y suis toujours intéressée, la preuve, c'est pour ça que j'ai fait le podcast, et je trouve pas d'explication. Donc s'il y a des Français qui nous écoutent, est-ce que vous pensez que c'est parce que vous n'êtes pas curieux ou parce que vous n'osez pas demander? Je sais pas, j'aimerais bien savoir ça. Après, ça se trouve aussi, c'est juste que j'ai pas rencontré les bonnes personnes à ce moment-là, quoi. Ouais, mais bon, tu vois, c'était pas la première à le dire. Moi, je le dis en étant française. Donc, je serais quand même intéressée. Est-ce que c'est peut-être parce que t'étais pas dans un village? Ouais, non, j'étais vraiment dans une grande ville. Enfin, je faisais mes études à Lyon. Après, j'ai quand même pu rencontrer des gens qui étaient plus intéressés. Mais je veux dire, dans la vie de tous les jours ou même en soirée ou autre, vraiment, j'ai remarqué que les gens, ils étaient pas ouverts. Ouais. Peut-être on est tellement... on cherche, à l'âge là, on cherche tellement à se mettre en couple et à découvrir l'autre et tout ça qu'on s'intéresse pas au parcours qui est autre que le sexe ou sortir avec quelqu'un, etc. Je sais pas, je ne sais pas. Bref. Ouais, peut-être. Pourtant, c'est les débuts des études, donc je sais pas. C'est vraiment bizarre. Ouais, non, il n'y aura pas d'explication. Mais et du coup, comment ça s'est passé ton intégration justement depuis la France vers la Suisse? Alors franchement, aucun problème. Je me suis directement sentie chez moi en fait, parce que comme je te disais, il y avait cette biculturalité, donc le côté francophone et le côté germanophone, même si évidemment la Suisse c'est pas l'Allemagne et la Suisse ce n'est pas la France non plus. J'avais quand même ce mix des deux cultures et je me suis vraiment directement sentie chez moi, quoi. Ouais, ça c'est cool quand on a ce sentiment. Mais et du coup, donc t'as fait ton stage, t'as pu rester travailler pour sa boîte. Comment ça s'est passé? Ouais, en fait, j'ai travaillé pour eux pour toute la durée de mon stage qui était de 3 mois. Et en fait, ça m'a tellement plu la Suisse que j'ai décidé de prolonger mon séjour et de faire un stage donc post-études. J'étais même plus obligée de faire un stage à ce moment-là. C'est juste que je me sentais pas encore prête à me mettre en indépendante en tant que traductrice ou quoi. Et j'ai décidé de continuer avec un autre stage, et cette fois-ci pour le gouvernement suisse en fait. Génial. Ouais, donc voilà, je suis restée un peu plus longtemps au détriment de mon ex à l'époque. Donc j'étais en couple, donc c'était une relation à longue distance. Et on s'était toujours dit que voilà, qu'on allait se retrouver après. Mais voilà. Et non, vous êtes spoiler alert, on n'est plus ensemble et je suis restée en Suisse. En gros, il te disait, c'est soit tu me choisis moi, soit la Suisse. Il avait pas de... Non, même pas. Non. En fait, à la suite de ce parcours, donc après mon année supplémentaire en Suisse, donc on se voyait quand même régulièrement et tout. Donc j'avais fini mon stage là-bas et j'étais censée le rejoindre à Bordeaux parce qu'il habitait là-bas à l'époque. Et pour lui, c'était un peu plus compliqué en fait de bouger. Pour moi, c'était plus simple de me mettre en indépendante si j'avais envie, parce que j'étais traductrice et voilà, j'avais un métier qui était propice à ça. Mais lui, donc il est urbaniste. Je sais pas s'il y est toujours d'ailleurs, mais voilà, c'était un peu plus compliqué pour lui parce que c'est pas les mêmes régulations en Suisse, etc. Donc on s'est dit, je le rejoins moi et je trouve moi du travail, etc. Sauf que j'ai eu un moment de déclic où une petite voix quand même me disait, mais t'es sûre que tu veux faire ça? Déjà, quand t'as cette petite voix qui te met le doute, ça veut déjà dire quelque chose. Ouais, mais je l'ai un peu ignoré. Je me suis dit, mais non, mais c'est bon, ça va bien se passer. Et j'ai déménagé à Bordeaux, mais j'y suis restée 3 jours avant de reprendre mes clics et mes claques pour retourner en Suisse. Ah, mais écoute, franchement, moi je te dis bravo parce que j'adore entendre que tu t'es demandé toi ce que tu avais envie et que tu as su justement mettre un peu ton partenaire, parce qu'un partenariat normalement c'est un peu dans les deux, mais je suis pas d'accord quand il y en a un qui doit faire des concessions en fait. Non, il faut trouver un chemin d'entente qui nous rend tous les deux heureux. Et je suis contente que vous deux, c'est que vous étiez pas fait pour être ensemble. Donc ça, c'est cool. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, comment on fait pour
vouloir s'installer en Suisse parce que du coup, tu n'as pas le passeport suisse. Comment ça se passe? Alors, c'était vraiment très compliqué. C'était vraiment la première fois aussi où j'étais confrontée à ce genre de situation parce que, en tant que citoyenne de l'Union européenne, en ayant bougé entre la France et l'Allemagne, j'ai jamais eu de problème parce que, passeport européen. Et là, en Suisse, je me suis retrouvée à devoir aller au contrôle des habitants, donc ça s'appelle comme ça ici. C'est pour demander en fait le permis de travail et le permis de séjour. Donc en gros, il y a 3 types de permis de travail en Suisse. Il y a le permis L, le permis B et le permis C. Donc c'est différent. Ah, il y a aussi le permis frontalier, je crois que c'est permis G. Et du coup, c'est un permis qui te permet de travailler en Suisse et de vivre en Suisse si tu as le permis correspondant. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose de complètement nouveau. Et j'ai commencé avec un premier permis de séjour, c'était le permis L, donc qui permet en fait à la personne de rester 1 an maximum. Et après, il faut que tu le prolonges si tu restes plus longtemps. Et en fait, j'ai eu de la chance parce que après mon premier stage, on m'a directement transformé le permis en permis B, ce qui me permet de rester en Suisse pendant 5 ans. Ok. Et c'est des permis qui coûtent cher? Alors, le permis L, je sais plus combien je l'avais payé. Je crois que c'était 100 francs. Okay. Et puis le permis B, ça devait être quelque chose, ça devrait être pareil, ouais. Ah oui, donc je trouve que c'est pas très cher. Ouais. Tu fais la demande à un gouvernement, tu passes par un avocat ou? Non, en fait, tu vas au contrôle des habitants. Ok. Donc c'est comme le service de l'immigration, j'imagine. Et normalement, tu as un contrat de travail, tu as ton passeport. Tu dois juste y aller avec tous tes documents, remplir un papier qu'ils ont sur place. En fait, en tant que citoyen européen, c'est vraiment facilité. Je crois que pour les non-ressortissants de l'UE, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, pour nous, c'est vraiment facile. Tu remplis ce papier. Après, tu reçois un tampon comme quoi tu as fait la demande. Et quelques mois plus tard, tu reçois ton permis de séjour. Et dépendant des cantons, ça peut aller plus ou moins vite. Mon premier canton, c'était le canton de Berne. Là, c'était vraiment super rapide, donc c'était top. Je l'ai eu le jour même en fait, et maintenant je suis dans le canton de Vaud et c'était bien plus long. Ouais, là où il y a le plus de succès, j'imagine, s'il y a le plus de demandes. Je crois que oui, et c'est aussi parce que je crois que Berne c'est pas socialiste et Lausanne, le canton de Vaud à l'époque c'était un canton socialiste, du coup tout était centralisé au même endroit, donc à Lausanne même, et tout était beaucoup plus long. Parce que du coup chaque canton est dirigé entre guillemets par une personne et ils fonctionnent différemment? Ouais, donc en fait, la Suisse c'est une confédération, donc c'est un rassemblement des différents cantons, et c'est vraiment resté en fait un peu fédéral parce que on a par exemple 7 présidents qui font la rotation tous les 2 ans, ils changent de présidence, ça s'appelle les conseillers nationaux. Ok. Non, fédéraux, pardon. Ouais, conseillers fédéraux. Ouais, c'est ça. Les conseillers fédéraux, c'est les présidents entre guillemets ou ce qui correspond à un président en Suisse. Oh waouh, je savais pas que c'était aussi compliqué leur système de gouvernement. Ouais, c'est un peu comme les États-Unis au final, mais à beaucoup plus petite échelle, quoi. C'est ça le truc, parce que la Suisse c'est quand même super petit, quoi. Ouais. Ok, super, intéressant. Et tu disais un peu plus tôt dans la série de Vrai ou Faux que le système de santé est très cher. Est-ce que du coup, j'imagine, chaque canton a aussi son système de santé? Alors non, je crois que ça c'est quand même réglé au niveau de la Confédération. Mais par contre, dépendant de où tu vas habiter, tu vas payer plus ou moins cher pour ta franchise. Donc, le truc, c'est que l'assurance maladie, elle est privée en Suisse et ça fonctionne sur des systèmes de franchise où tu as une prime, etc. Donc, pour faire ça simple, tu as 3 franchises différentes. Donc, la plus chère, elle est à 2500 francs. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas tout payer de ta poche jusqu'à un montant de 2500 francs par année. Après, tu as 500 et puis tu as 300. Donc, évidemment, ce que tu payes par mois est aussi un peu plus cher, quoi. Ouais. Donc, on va dire que si tu as la franchise la plus chère, donc à 2500, moi j'ai celle-ci par exemple, tu payes moins cher par mois, mais par contre plus de ta poche après. C'est ça. Mais en gros, je pense que c'est intéressant pour des personnes comme toi en bonne santé, parce que du coup, tu dois certainement pas souvent aller à faire chez le docteur, des choses comme ça. Donc du coup, autant payer moins cher et payer que... Et tu payes à peu près combien par mois pour une franchise à 2500? Alors moi, je paye 300 francs par mois, mais j'ai une complémentaire en plus que je paye, je crois, 25 francs. Et ouais, du coup, la complémentaire, je l'utilise beaucoup plus en fait que ma franchise normale parce que, comme tu dis, je vais vraiment très très rarement chez le médecin. Je crois que je n'y suis jamais allée encore. Je touche le bois quand même, mais ouais, je suis jamais allée.
Et la complémentaire, en fait, elle prend en charge tout ce qui est gynécologue, ostéopathe, acupuncture, enfin tout ce qui est un peu médecine alternative et les choses Ah ouais. dont tu aurais besoin peut-être à côté, quoi. Ouais. Donc en gros, tu payes 25 € par mois, mais si tu vas enfin faire des soins, pour moi c'est des soins préventifs en fait pour rester en bonne santé, ça ils te le remboursent complètement? Alors, ils te le remboursent pas complètement, mais ils te remboursent quand même beaucoup plus que pour une franchise normale. T'as pas de franchise à atteindre, en fait. Donc, par exemple, si je vais chez l'ostéopathe, je crois qu'une session normale, donc si j'avais pas de complémentaire, me coûterait, je crois que c'est 120 francs. Là, je paye la moitié. Et puis, c'est jusqu'à un certain montant. Donc, je crois que si j'y vais, par exemple, si on va dire que je dois avoir, je sais pas moi, 4 sessions d'ostéo par année, qui me reviendraient normalement à beaucoup plus que 240, je crois qu'il paye jusqu'à 240. Ok. Ouais, c'est un peu ça le système, quoi. Tu payes de ta poche jusqu'à un certain montant, et sinon, ils te remboursent la moitié. Ok. Et est-ce que les entreprises en général, ils essayent d'offrir des packages où justement ils prennent aussi des assurances en compte, des complémentaires, ou ça reste vraiment très privé et très individuel à chaque personne? Alors, j'ai jamais entendu parler d'employeurs qui offraient en fait une assurance maladie. Okay. C'est vraiment quelque chose que tu peux choisir toi. Par contre, ma complémentaire, elle est indépendante de mon assurance de base. Donc, en fait, ils appellent ça la LAMAL, c'est l'assurance maladie de base. Tu peux vraiment choisir en fait celle qui te convient le mieux. Et puis, tu peux aussi regarder les prix. Enfin, c'est vraiment très, très individualiste dans ce point de vue-là. Ok. Ouais, donc c'est vraiment l'opposé de la France, quoi. Ouais. Après, c'est vraiment... Enfin, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, je veux dire, en Allemagne, tu payes aussi super cher l'assurance maladie et si tu vas pas chez le médecin, ça te sert à rien de payer aussi cher. Donc, est-ce que c'est mieux d'avoir la liberté de choisir ou est-ce que c'est mieux de juste être remboursé tout le temps? Ouais. Il y en a après qui profitent tout le temps du système. Donc, moi, je sais pas trop. Oui, on a essayé d'avoir ce débat ce week-end avec des copines. Je pense que oui, ça dépend parce que tu as des personnes qui vont être pauvres qui ne vont pas pouvoir payer. Je pense qu'il n'y a pas de solution. Ça va être propre à chacun en fait. C'est comme ça. C'est le monde dans lequel on vit. Alors ok, donc on a vu un peu le système de santé et en ce qui concerne par exemple tout ce qui est assurance voiture, abonnement téléphone, télé, etc. Tu peux nous donner un peu des fourchettes de prix pour se donner un peu une estimation des dépenses qui sont, j'ai envie de dire, obligatoires presque? Ouais, alors pour la voiture, je saurais pas vraiment te dire parce que j'ai pas de voiture en fait. Le système de transport public en Suisse fonctionne tellement bien qu'il n'y a pas besoin de voiture. Okay. Par contre, pour les abonnements téléphoniques, j'étais vraiment choquée par les prix quand je suis arrivée. Ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment étonnée parce que c'était super cher en fait. Donc à l'époque, j'avais par exemple une carte SIM prépayée et voilà, j'utilisais sinon tout le temps le Wi-Fi des endroits publics, donc les supermarchés, etc. C'est vraiment très mauvais maintenant que je me rends compte que j'avais pas de VPN à l'époque. Mais voilà, je faisais ça parce que c'était vraiment super cher. Donc pour te dire, normalement, peut-être 50 francs le mois, donc même pas en illimité. Ouais. Maintenant, c'est un peu mieux, mais à l'époque, c'était vraiment la catastrophe. Et donc aujourd'hui, en termes d'abonnement internet, abonnement téléphonique, je paye 25 francs par mois, mais j'ai une offre aussi qui combine internet chez moi. Ok, 25 francs, je trouve que ça me paraît raisonnable en tout cas. Oui, il faut vraiment bien négocier en fait et pas hésiter à négocier avec les opérateurs téléphoniques. Okay. Parce que souvent ils t'offrent un truc super cher et t'es là non mais j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ci. Et du coup tu peux dire que t'as vu moins cher chez un autre opérateur et puis ils vont te laisser le forfait quoi. Ok. Et du coup tu disais que les transports publics étaient vraiment très efficaces en Suisse, mais est-ce que tu payes pareil un abonnement par mois ou comment ça se passe pour pouvoir les utiliser? En fait c'est vraiment comme tu veux. La plupart des gens ils ont ce qu'on appelle le demi-tarif. C'est un abonnement qui te permet de voyager à moitié prix pour tout. Donc pour les trains, les transports publics normaux, c'est-à-dire bus, métro, bateau, etc. Et sinon, tu as aussi l'abonnement général qui te permet vraiment de voyager en fait en illimité dans tout le pays. Donc là, tu peux prendre le train quand tu veux, le bus quand tu veux, le métro quand tu veux, le bateau, tout ça. Okay. Mais tu payes quand même assez cher. Juste pour te dire, je l'ai acheté l'autre jour parce que maintenant, à cause de mon travail, je suis amenée à beaucoup voyager, à faire la pendulaire, ce qu'on appelle ici, c'est-à-dire faire les trajets entre plusieurs villes. Et j'ai payé, moi j'avais un rabais, donc j'ai pas payé autant, mais normalement c'est 3 860 francs par année. Ah, par année. Et sur le coup, j'ai cru que t'allais me dire par mois. J'allais dire, attends, excuse-moi. Non, par année. Okay. Si tu veux par mois, tu peux aussi. Et je crois que là, ça revient peut-être à 360 par mois, ou même plus. Je crois que c'est 420. Et puis si tu prends la première classe, c'est plus cher, voilà. Ok. Mais l'abonnement du demi-tarif, elle vaut vraiment le coup parce que elle est à, je crois, à 160 ou 180.
par an. Et bah, tu as tout le temps 50% en fait. Et tu peux aussi avoir des billets dégriffés. C'est des bonnes offres en fait sur certains billets de train. Mais par contre, tu es obligé du coup de prendre la liaison que tu as choisie. Donc, c'est pas un billet flexible, quoi. Ouais, mais ça vaut le coup, hein, des fois. Si ça fait, oui, non, clairement. Si ça fait ce que tu Moi, veux. j'ai déjà réussi à trouver, par exemple, Lausanne, Genève. Normalement, si tu as pas le demi-tarif, je crois que ça revient à 22 francs. Avec le demi-tarif, donc tu as la moitié à 11 et quelques. Et avec le billet dégriffé, une fois, j'avais trouvé pour 2 francs. Donc, c'est vraiment une super offre. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est que pour les habitants de la Suisse ou c'est aussi pour les touristes? Non, pas du tout. C'est pour tout le monde, en fait. Okay. J'en ai même acheté un pour ma mère, donc de demi-tarif, parce que ça valait le coup. Bah, dès qu'elle vient me voir, au moins, je sais qu'elle n'a pas besoin de payer un rein pour prendre le train avec moi. C'est clair. Et ça coûte... Enfin, il faut aller sur quel site internet pour trouver ces billets? Alors, c'est c'est l'équivalent de la SNCF, donc c'est les CFF, donc chemin de fer fédéraux. Et là-bas, tu trouves toutes sortes d'abonnements imaginables. Il y a aussi Génial. Plein d'abonnements différents. Écoute, je mettrai le lien du site internet. On sait jamais s'il y en a qui nous écoutent et qui comptent aller faire un petit tour en Suisse. Ça peut toujours servir. Et sinon, je lisais en faisant mes petites recherches qu'apparemment vous avez une taxe sur les poubelles. Je me trompe ou je me trompe pas? Non, c'est vrai. Donc ça dépend encore du canton, évidemment. Tout dépend du canton en Suisse. Genève, par exemple, ne l'a pas, mais on a des sacs poubelles taxés. Ok, donc ça fonctionne comment? En gros, tu vas au supermarché, tu demandes des sacs poubelles taxés. Et il coûte assez cher. Je crois qu'un pack de 10 doit coûter environ 20 francs. Donc voilà, ton sac poubelle, il te revient à 2,50 l'unité. Okay. Mais c'est la taxe que tu payes pour tout ce qui est service public. Sauf que là, c'est pas vraiment public parce que tu le payes toi. Et voilà. Et donc du coup, est-ce que les gens, tu penses qu'ils essayent de créer moins de déchets du fait qu'ils doivent payer cette taxe sur le sachet plastique? Oui, je crois que ça joue beaucoup parce que tout ce qui est par exemple compost, c'est gratuit. Donc ça force les gens à trier en fait parce que tu as le PET, tu as l'alu qui est recyclé et que tu peux du coup jeter gratuitement. Par contre, tout ce qui est plastique, emballage, des choses comme ça, là ça va dans la poubelle normale. Et donc tu essaies quand même d'éviter d'en avoir trop, quoi. Écoute, je trouve ça génial. Enfin, j'imagine que les gens respectent aussi quand ils font leur tri, etc. Mais si tout le monde respecte bien les choses, je trouve que c'est une bonne technique pour obliger les gens à faire les choses pour l'amélioration des conditions de la planète. Donc c'est génial. Oui, c'est sûr que l'argent, c'est toujours un bon facteur d'encouragement. Ouais, non, c'est clair. Et rapidement aussi, j'avais lu, et ça, du coup, je me demande si le fait que ce soit une confédération et qu'il y avait autant de personnes qui dirigent le pays, entre guillemets, mais que le vote de la femme, il a été autorisé le vote pour la femme a été autorisé qu'en 1971. Et pour donner un peu une idée, en France, c'était en 1944 et au Canada, c'était en 1920. Donc je trouve que 1971, c'est quand même super tard pour un pays comme la Suisse. Oui, c'est vraiment super tard et je trouve que c'est un peu scandaleux. Mais voilà. Mais je crois que c'était aussi cantonal. Donc en fait, il y a certains cantons qui avaient quand même déjà le droit de vote pour la femme. Les cantons, par exemple, qui étaient le plus proche de la France, avaient une grande influence du coup. Enfin, la France a eu une grande influence sur les cantons francophones, donc les cantons romans. Et ça a fait en fait que chez eux, il y a eu le mouvement qui est venu beaucoup plus tôt que le reste. Ok. Et comment tu trouves qu'il est justement la place de la femme en Suisse? Alors, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses encore à améliorer, notamment dans l'écart salarial, en fait. On en voit quand même pas mal. Et pareil pour le congé parental, il est vraiment scandaleux. Enfin, voilà. La Suisse, c'est vraiment pas un pays, je crois, qui encourage les couples à avoir des enfants. Ok. Travailler et fais pas de gosses. Ouais. Bon, il n'y a pas que la Suisse, je pense qu'ils sont nombreux à être dans cette logique qui est vraiment triste, mais bon. Et pour revenir rapidement sur les salaires, tu sais à combien il s'élève le SMIC en Suisse? Alors, on n'a pas de SMIC. Okay. Je crois qu'il y a peut-être une initiative populaire qui a dû être lancée pour en introduire un, mais normalement, il n'y a pas de SMIC. Après, tu peux toujours vérifier des médians, des salaires médians par rapport à ton niveau d'études, par rapport à ton âge, etc. Okay. Donc pour ça, il y a un site de la Confédération qui s'appelle Salarium, qui est super utile parce que ça te permet de bien négocier ton salaire en fait et de ne pas te retrouver à avoir un salaire minable parce que tu t'y connais pas ou parce que tu connais pas ta valeur aussi. Enfin voilà, c'est toujours un peu compliqué, je trouve, quand tu arrives dans un pays que tu connais pas, de négocier un salaire convenable. C'est clair, c'est génial ce site Salarium, tu dis? Oui, c'est ça. C'est un peu l'équivalent de Glassdoor. Je sais pas si tu connais. C'est c'est un site qui recense un peu tous ces salaires-là. Ok, je vais jeter un œil. Et toi, du coup, ça fait déjà maintenant quelques années que tu y es.
Tu te vois pas partir de la Suisse? Non, vraiment pas. Je suis partie pour revenir directement. Donc, non. Et est-ce que tu as réussi à justement faire des rencontres en Suisse? Je parle pas forcément des rencontres amoureuses, mais s'intégrer justement dans les personnes qui, eux, sont nées et ont grandi en Suisse? Ouais, en fait, on m'a toujours dit, ah, tu verras, les Suisses, ils sont super froids, on peut pas se faire des amis en Suisse, etc. Et en fait, moi, j'ai pas du tout eu cette expérience-là, parce qu'évidemment, bah, quand je suis arrivée, j'étais vraiment toute nouvelle, je me suis mise dans des groupes expats en Suisse, pareil pour Auswanderer in der Schweiz, donc j'ai fait le côté français et le côté allemand pour avoir le maximum de réponses à mes questions. Et voilà, toutes les annonces que je voyais, c'était, ouais, est-ce que vous arrivez à vous faire des amis, à rencontrer du monde, parce que ouais, ils ont du mal apparemment. Et moi, j'ai pas du tout fait cette expérience-là. J'ai vraiment, la plupart de mes amis, c'est des Suisses. Et mon copain est suisse aussi. Et ouais, moi, j'ai vraiment pas eu du mal à ce niveau-là. Super. Bah écoute, je suis contente. Peut-être que la langue facilite les choses aussi. Oui, et puis après, comme je dis toujours, la personnalité, enfin, si déjà t'es dans cette logique à vouloir aller à la rencontre des autres, à être curieuse, etc., ça va t'aider à faire des rencontres. Mais des fois, il faut pas attendre non plus que les amis vont nous tomber dessus, en fait. Oui. Et je pense que j'ai peut-être aussi suffisamment d'expérience, en fait, multiculturelle pour savoir comment me comporter ou comprendre, en fait, l'autre pour ne pas être trop intrusive, enfin, voilà. Carrément. Donc la France ne te manque pas? Non, vraiment pas. J'ai vraiment un peu un traumatisme de la France, pour être honnête. Oh là là. Bon, ça dépend des endroits encore, hein, Oui. mais j'ai vraiment pas, ouais. J'ai quand même ce sentiment d'insécurité, en fait, en France, que j'ai pas du tout en Suisse. Bon, pas partout en France, hein, mais en tout cas, dans les grandes villes, je me sens pas très à l'aise. Ouais. Non, mais je te comprends. J'ai ce sentiment aussi quand je rentre en France, malheureusement. C'est triste, mais je te comprends parfaitement. J'espère juste que maintenant, je vais pas te traumatiser quand tu vas passer un tunnel à te dire, punaise, il y a des bombes qui peuvent exploser à n'importe quel moment en Suisse. Non, mais ça, je le savais déjà. Et puis, ouais, ça se comprend parce que c'est un tout petit pays, on n'a pas grand-chose à part de l'or. Juste ça. Ouais. Donc les montagnes, c'est un peu la chose principale en fait qui permet de se défendre puis de bloquer l'accès au pays, quoi. Super. Écoute, j'ai une dernière question un peu technique aussi sur comment ça se passe au niveau des impôts en Suisse. Est-ce que tu es prélevé à la source ou comment ils gèrent ça? Oui, alors ça dépend de ton permis de travail et ton permis de séjour. À partir du permis C, tu payes toi-même tes impôts et sinon tu es imposé à la source directement. Ok. Et ça représente... Mais tu peux aussi choisir. Et le pourcentage du salaire, t'as une idée à peu près du pourcentage de salaire? Je me rappelle plus très bien, mais je crois que c'est quand même beaucoup. Ouais, je sais plus exactement, mais je crois que ça doit être peut-être dans les 15%, un truc comme ça. Après, ça dépend encore, hein, c'est toujours par échelle, donc plus tu gagnes, plus tu es imposé. Okay. Et chaque canton, il me semble, a une fourchette différente. Donc pour ça aussi, c'est intéressant de vérifier avant de négocier ton salaire, parce que c'est un salaire donc annuel que tu négocies normalement. Mm-hmm. Et tu verras qu'il y a toujours un certain pourcentage de ce salaire-là qui est imposé à la source. Et donc, ça se vérifie en ligne, en fait. Super. 15%, moi, ça me paraît pas énorme. Hein, donc Ouais, c'est vrai que par rapport aux autres pays, au final, je me rends compte aussi, en ayant vécu en France et en ayant travaillé en France, que même si la vie en Suisse est beaucoup plus chère, il me reste plus d'argent à la fin du mois que quand je travaillais et que je vivais en France. Ah, super. Oui, ça, ça, on s'en rend pas compte. Mais... Et après, du coup, au niveau du taux horaire, par exemple, est-ce qu'ils ont aussi des régulations du genre, tu peux pas travailler plus de 40 heures semaine et tu dois avoir un minimum de 5 semaines de congé? Comment ça se passe là-haut? Alors, en fait, c'est vraiment... ça dépend encore une fois des entreprises. Ouais. Normalement, tu as une limitation, je crois, de 42,5 heures par semaine. Mais il y a toujours des gens qui font plus. Et puis, je trouve vraiment que la Suisse est un pays qui travaille beaucoup. Beaucoup de gens travaillent beaucoup trop. Et je crois que le burn-out, c'est aussi un gros problème en Suisse. Mais après, il faut savoir aussi que en Suisse, on a beaucoup de travail à temps partiel. Donc, la plupart des gens ne travailleront pas à 100%, mais travailleront à 80%. Ce qui représente en fait, je crois que c'est 35 heures par semaine, qui reste normal pour la France, mais ça correspond à 80% en Suisse, quoi. Ok, d'accord. Intéressant. Et au niveau des congés, il y a un minimum à avoir ou pas? C'est 4 semaines minimum. Okay. Et si tu as de la chance, ça peut aller jusqu'à 6. Ah c'est cool. Tu sais, moi, aux États-Unis, je suis arrivée, j'avais 2 semaines de congé. Ouais, c'est ce qu'on m'avait proposé aussi pour le stage, j'ai halluciné. Ouais, c'est hallucinant. Je me disais, je sais pas comment je vais faire. Et d'ailleurs, j'ai pas tenu sur la longueur parce que c'est juste pas assez, en fait.
Surtout quand t'es jeune, tu te dis non, j'ai envie de bouger, j'ai envie de voyager. 2 semaines, c'est vraiment pas assez. Bah écoute, super. Ouais. Ben, moi, j'arrive au bout de mes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter s'il y a une personne qui nous écoute et qui rêve de s'expatrier en Suisse? Est-ce que tu aurais des petits conseils? Alors, je dirais que pour la recherche de travail, ne surtout pas abandonner. Ça paraît très difficile au début, mais si tu sais que tu as les compétences et que tu vas y arriver, il faut juste que c'est positif et ça viendra. Ouais, de toute façon, chercher un travail, c'est un travail à temps plein, donc il faut s'armer de patience. C'est ça. Et sinon, un autre petit conseil pour se faire des amis en Suisse, en fait, c'est vraiment, ne pas... Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a quand même un certain racisme envers les Français. Donc, pour se faire des amis en Suisse, il faut un peu oublier son côté français. Est-ce qu'il faut dire qu'on est belge? Je sais pas si ça passerait mieux, peut-être, hein. Et bon, écoute, moi, si j'y vais, je dirais que je suis canadienne, ça passera peut-être. Ouais, clairement, au Canada, ça passe partout. C'est clair, il passe partout. C'est pour ça que j'ai hâte de le recevoir, mon petit passeport canadien. Bah super. Mais de toute façon, on mettra aussi le lien de ton Instagram parce que justement sur ta page Instagram, tu donnes plein de petits conseils et de choses super pertinentes pour une installation en Suisse. Donc j'invite toutes celles qui nous écoutent, si ça vous intéresse, d'aller voir sa page Instagram. Mais écoute, je vais te poser les petites questions de fin. Donc la première question que j'ai pour toi, c'est si aujourd'hui, Angie d'aujourd'hui, pouvait se passer un message justement le jour où tu as pris la décision. Tu sais, quand t'es rentrée 3 jours à Bordeaux et que t'allais repartir en Suisse, est-ce que tu te serais dit quelque chose à l'oreille? Je crois que je me serais peut-être chuchoté bravo. J'adore. Trop bien. Et donc, pour conclure, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou chanson préférée? Alors franchement, j'ai pas du tout réfléchi. Ok. Donc je dirais non pour ce coup-là. Ah ok, bon bah tant pis, j'essaierai d'instaurer une citation de dernière minute. Et pour finir aussi, j'ai un sponsor qui sponsorise cet épisode. Est-ce que toi tu connais ZapTax? Non, pas du tout. Ouais, et du coup, je pense que ça serait sympa que tu ailles jeter un œil parce que comme tu as un passeport européen mais que tu es ressortissante de l'Union Européenne en étant suisse, je pense qu'à chaque fois que tu vas faire des courses en France, si tu vas faire des courses en France, tu peux les détaxer du coup et c'est quand même pas négligeable de détaxer des produits qui sont taxés à 20%. Donc je te conseille d'aller faire un petit tour sur leur site internet que je mettrai aussi dans la description du podcast. Voilà. Ah cool, ok, merci. Ouais. Bah écoute, merci énormément pour avoir partagé ton parcours et tous ces petits tips sur la vie en Suisse. Et puis je te dis à très vite. Merci.